Le soleil filtrait à travers les immenses baies vitrées de la cuisine, projetant des éclats dorés sur le marbre immaculé. J'étais assise à l'îlot, une tasse de café fumant entre les mains, et Julien était de l'autre côté, perdu dans les colonnes d'un journal financier sur sa tablette. Le silence était confortable, rempli du léger cliquetis de nos tasses et du bourdonnement lointain de la ville qui s'éveillait. Un matin typique ces derniers temps. Mais mon esprit refusait de se laisser bercer par cette quiétude trompeuse. Chaque matin, dans ce lieu démesurément grand, mon regard se posait sur lui. Sa chemise de soie un peu froissée, ses cheveux noirs décoiffés juste ce qu'il faut pour lui donner un air nonchalant, son attention déjà rivée sur le monde complexe des affaires. Et chaque matin, la même question tournait dans ma tête. Comment j'avais pu me retrouver là? Ce n'était pas mon monde, ni le sien, du moins pas de cette manière. Il y a 2 ou 3 semaines, j'étais encore dans mon petit appartement exigu de Belleville, à jongler avec les fins de mois, les révisions et le sommeil manquant. Et puis, il y avait eu ce baiser. Le baiser qui avait tout fait basculer. Le baiser, interrompu par le téléphone, Sophie paniquée, parlant d'inondations, de pompiers, de tout ce que j'avais pu sauver. Je me souviens de ma main qui tremblait en raccrochant, de mon regard perdu vers Julien. Et il avait juste dit, « Tu as une place ici, tu en as toujours eu une. » C'était ça, le début de la fin de ma normalité. Le lendemain, je suis rentré dans mon appartement, où ce qu'il en restait, l'eau montait jusqu'aux chevilles et dans le salon. Une odeur âcre de moisi s'infiltrait déjà partout, collant aux murs, aux tissus. Nos quelques meubles, une vieille commode, le canapé élimé, la table de cuisine bancale, étaient imbibés, irrécupérables. Les pompiers avaient mis du ruban jaune, partout, interdisant l'accès après quelques minutes. Sophie était là, dans le couloir, le visage rougi, essayant de faire bonne figure. Pierre, son copain d'alors, était à ses côtés. Ils n'avaient pas l'air ravis de la situation, c'était le moins qu'on puisse dire. On a sauvé le plus gros des fringues et quelques livres, m'avait-elle dit, sa voix pleine de larmes rentrées. Le reste, elle avait agité la main vers le désastre. Faut tout racheter. Un pompier, un homme bourru à la moustache fournie, nous avait expliqué qu'il faudrait au moins 2, peut-être 3 semaines pour les réparations structurelles, et qu'ensuite, il faudrait faire appel à une entreprise de nettoyage spécialisée. Le coût, je n'avais même pas osé demander. J'avais juste regardé mes affaires entassées dans des sacs poubelles, le peu qui restait de ma vie. Cette boule familière, cette angoisse financière, m'avait serré la poitrine. Où allais-je dormir? Comment j'allais payer tout ça? Notre assurance habitation ne couvrait que le bâtiment, pas nos biens. Tu peux venir chez nous, avait proposé Pierre, mais il y avait une gêne évidente dans sa voix, presque de la répulsion. Son studio minuscule au 10e étage était déjà à peine assez grand pour lui et Sophie. Je n'allais pas m'incruster. C'était impensable. Je trouverais une solution, avais-je répondu avec un sourire que je savais faux. Sophie m'avait tiré à part, ses yeux foncés cherchant les miens. « Marie, tu sais que tu as un endroit où aller, n'est-ce pas? Julien, il t'a quasiment offert sa maison. » J'avais marmonné un truc sur la complexité de la situation, sentant le fantôme du baiser encore chaud sur mes lèvres. La vie était déjà compliquée. « La vie est compliquée, » avait-elle rétorqué, me serrant la main. « Mais tu n'as pas à traverser tout ça seul. Il tient à toi, Marie, vraiment. Et tu tiens à lui. Parfois, il faut juste accepter l'aide qu'on nous offre. » J'avais ramassé mes sacs et j'avais dit au revoir à Sophie, à Pierre. Au revoir à ma vie d'avant. Pierre, le chauffeur de Julien, m'attendait patiemment dans la voiture. Pendant tout le trajet vers l'hôtel particulier, j'avais fixé la fenêtre, mon téléphone pesant lourdement dans ma poche. Devrais-je appeler Julien, chercher un hôtel bon marché, une auberge de jeunesse?
Mais la vérité, c'était que je n'avais pas un sou pour des semaines d'hôtel, et l'idée de rester loin de lui, surtout après ce qui s'était passé la veille, me semblait absolument impossible. Julien m'attendait. Non pas dans son bureau, perdu dans ses dossiers comme d'habitude, mais dans le grand hall d'entrée, les mains dans les poches, l'air tendu d'inquiétude. Ses yeux s'étaient posés directement sur les sacs que je portais. C'est tout ce que tu as pu sauver. Sa voix avait un accent de colère que je ne lui connaissais pas, une colère qui n'était pas dirigée vers moi. Le plus gros, oui. Le reste est détruit. J'avais posé mes sacs sur le marbre froid, trop épuisé pour faire semblant. Tu restes ici. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. La chambre d'amis est à toi, aussi longtemps que nécessaire. Pas de discussion. Julien, avais-je commencé, mais il m'avait coupé. Temporairement, avait-il ajouté, comme si cela rendait l'offre moins lourde de sens. Jusqu'à ce que ton appartement soit prêt. C'est la solution la plus simple. Tu travailles déjà ici. Tu passes déjà la plupart de ton temps ici. C'est pratique. Pratique. Comme si la praticité était la raison pour laquelle nous savions tous les deux que cela allait tout changer. J'avais cédé. Parce que je n'avais pas vraiment le choix et aussi parce que, honnêtement, je ne voulais pas de choix. Je voulais rester. Je voulais être près de lui. Je voulais voir ce qui se passerait si nous arrêtions de nous battre contre l'inévitable. Temporairement, avais-je répété, un petit sourire traversant son visage. Il était lumineux. Je vais demander à Madame Dubois de préparer la chambre. Le sourire était sincère, le premier vrai sourire depuis des jours. Mais ce n'était pas le seul sourire que j'avais vu sur son visage. Le voyage à Lyon, il y a quelques semaines à peine, avait été un autre de ces moments où le masque de Julien Leblanc, le PDG implacable, se fissurait. La perspective de passer plusieurs jours loin de l'hôtel particulier, de la routine habituelle, sans les barrières habituelles entre nous, avait étrangement accéléré mon pouls. Le simple fait d'être dans sa sphère, d'entendre son rire, me rendait dangereusement vulnérable. Le vol s'était déroulé à bord d'un jet privé, ma toute première expérience. J'avais essayé de ne pas avoir l'air impressionné en montant les marches vers ce qui ressemblait plus à un salon volant qu'à un avion. Des sièges en cuir crème, des tables en acajou, même un espace de travail complet avec ordinateur et imprimante. Première fois, avait-il demandé, ce sourire énigmatique sur les lèvres, m'observant alors que je tentais d'agir naturellement. C'est si évident. J'avais plongé dans l'un des sièges, le cuir m'enveloppant de son confort absurde. Je voyage d'habitude en classe éco, coincé entre un bébé en pleurs et quelqu'un qui me vole mon accoudoir. Il avait ri, s'asseyant en face de moi. Bienvenue de l'autre côté. Les bébés sont strictement interdits. Le vol était passé trop vite. Nous avions travaillé la majeure partie du temps, revoyant des présentations et des chiffres, mais il y avait eu des pauses, des moments où nous avions juste parlé de tout et de rien. Des petites choses, comme nos chansons préférées et les aliments que nous détestions. Le genre de conversation que des gens normaux ont, pas un patron et son employé. L'hôtel à Lyon était, comme on pouvait s'y attendre, 5 étoiles. Le hall avait plus de marbre que tout mon ancien quartier réuni. Le gérant nous avait accueillis personnellement, un sourire professionnel figé sur son visage, alors qu'il nous conduisait à l'étage supérieur. Vos suites, Monsieur Leblanc, il avait ouvert 2 portes adjacentes, les plus belles de l'hôtel, comme vous l'avez demandé, avec balcon communicant. Ma suite était plus grande que l'appartement que je partageais avec Sophie. Lit king size, salle de bain en marbre avec baignoire séparée, salon avec vue sur la ville. Tout était impeccable, cher, intimidant. J'avais rangé mes affaires rapidement et j'avais rejoint Julien dans sa chambre pour revoir les plans du dîner d'affaires de ce soir-là. Il était au téléphone quand j'étais entré, me faisant signe de m'asseoir pendant qu'il terminait un appel en mandarin impeccable. Encore une chose que j'ignorais à son sujet, ajoutée à la liste grandissante de détails fascinants.
Dîner à 20 heures, il avait raccroché, retirant sa veste et la jetant sur un fauteuil. Ses manches de chemise étaient déjà retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras que j'avais appris à ne pas regarder directement. Les investisseurs sont traditionnels, conservateurs. Il faut les impressionner. Vous impressionnez toujours. Les mots étaient une sortie avant que je puisse les filtrer. Nos regards s'étaient croisés, quelque chose d'indicible passant entre nous. Votre confiance est motivante. Le restaurant était sophistiqué et silencieux, le genre d'endroit où chaque fourchette avait un usage précis et le vin coûtait plus cher que mes frais de scolarité. J'étais là pour prendre des notes discrètes, observer les réactions, être invisible mais utile. Les 3 investisseurs étaient des hommes d'un certain âge, des costumes chers, des montres qui valaient probablement plus que ma voiture. La conversation avait fusé autour des chiffres et des projections. Julien naviguait les questions avec l'aisance de quelqu'un né pour ça. Je prenais des notes sur ma tablette, à peine visible au bout de la table. Tout se passait bien jusqu'à ce que l'un des investisseurs, un homme nommé Robert, aux cheveux gris et au sourire un peu trop onctueux, décide de m'inclure dans la conversation. Leblanc, en plus d'excellents chiffres, vous avez d'excellents goûts en matière d'assistante. Belle et efficace, j'imagine. L'atmosphère s'était figée. Ou peut-être que c'était juste moi. Tout mon corps s'était tendu à la manière irrespectueuse dont il avait parlé, comme si j'étais un accessoire décoratif plutôt qu'une professionnelle. La posture de Julien avait changé subtilement. Sa mâchoire s'était contractée, ses yeux s'étaient assombris, et quand il avait parlé, sa voix avait un tranchant glacial. Mademoiselle Mary Moreau est mon assistante exécutive parce qu'elle est la meilleure dans ce qu'elle fait. Ses mérites professionnels sont inégalés. À présent, concernant les chiffres du 3e trimestre, le changement de sujet était ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Robert avait reculé, réalisant clairement qu'il s'était aventuré sur un terrain dangereux. Le reste du dîner s'était déroulé sans autres commentaires inappropriés, mais la tension était restée, palpable sous la surface polie. Dans l'ascenseur de retour à l'hôtel, enfin seul, j'avais laissé échapper le souffle que je retenais. Vous n'aviez pas besoin de me défendre. Je peux gérer ce genre de commentaires. Julien m'avait fixé, son expression sérieuse. Je sais que tu peux, mais je n'aime pas qu'on te parle comme ça. Pourquoi? La question était sortie plus vulnérable que je ne l'avais voulu. Un silence, lourd, chargé, rempli de choses que nous ne disions pas, ses yeux sur les miens, sombres et intenses dans la lumière tamisée de l'ascenseur. Sa respiration avait changé, devenant plus profonde, et j'avais réalisé que nous étions trop proches, que l'espace entre nous se réduisait sans que je m'en aperçoive. L'ascenseur s'était arrêté avec un léger à-coup. Les portes s'étaient ouvertes sur notre étage. Le moment s'était brisé comme du verre. « Bonne nuit, Marie. » Julien était sorti le premier, sa voix tendue. « Repose-toi, demain sera une longue journée. » J'étais entré dans ma suite sans me retourner, fermant la porte et m'adossant dessus. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient légèrement, ça devenait dangereux. Non pas la façon dont il m'avait défendu, mais la façon dont je m'étais senti quand il l'avait fait. Protégé, valorisé, vu. Je m'étais changé, avais essayé de dormir, sans succès. À 23h30, j'étais sur le balcon. L'air frais d'octobre aidait à éclaircir ma tête confuse. La ville s'étillait en contrebas, les lumières s'étirant jusqu'à l'horizon. Un coup à la porte de ma suite m'avait fait sursauter. Par le Judas, j'avais vu Julien, debout dans le couloir, les mains dans les poches, les cheveux ébouriffés, comme s'il les avait passés 1000 fois dans ses doigts. J'avais ouvert. « Tout va bien? Je n'arrive pas à dormir. » Il me regardait, vulnérable d'une manière que je lui voyais rarement. « Tu veux parler? » C'était étrange qu'il me demande de la compagnie. Julien Leblanc, l'homme qui travaillait seul jusqu'aux petites heures du matin, qui gardait ses distances avec tout le monde, était à ma porte, me demandant de parler. Le balcon, j'avais indiqué de la tête.
J'ai remarqué que les nôtres sont communicants. Nous étions sortis dans l'air froid, nous asseyant sur les fauteuils confortables de l'hôtel. La ville pulsait en dessous de nous, lointaine et surréaliste. Pendant un moment, aucun de nous n'avait parlé. Nous avions juste existé dans le même espace, sans les barrières habituelles. Mes parents sont vivants, avait-il brisé le silence brusquement. Mais ils pourraient aussi bien ne pas l'être. Ils appellent pour mon anniversaire à Noël, envoient des cadeaux hors de prix qui prouvent qu'ils ne me connaissent pas. C'est une enfance solitaire, dans une maison pleine de tout sauf d'affection. Je l'avais regardé, surprise par la franchise brutale. C'est pour ça que vous travaillez autant, pour combler le vide. Et toi? Il s'était tourné vers moi. Pourquoi tu te tues à la tâche? La réponse m'était restée en travers de la gorge une seconde. Personne ne m'avait jamais posé la question. Tout le monde supposait que c'était juste une nécessité financière. Mais ses parents sont morts quand j'avais 14 ans, accident de voiture. J'ai atterri dans le système de la DAS, baladé de foyer en foyer jusqu'à mes 18 ans. J'ai appris que la seule personne à qui je pouvais faire confiance, c'était moi-même. Que personne n'allait me sauver, alors je devais me sauver toute seule. Marie, sa voix s'était adoucie. Je travaille autant parce que j'ai peur. Avais-je continué, les mots s'écoulant maintenant qu'ils avaient commencé. Peur de redevenir cette fille sans rien. Peur de dépendre de quelqu'un et qu'il parte. Peur de ne pas être suffisante. Tu es plus que suffisante. Julien s'était penché en avant, les coudes sur les genoux. Tu es extraordinaire et ça me fait peur de penser à quel point. Mon cœur avait fait un bond. Julien, tu es la première personne depuis des années qui me voit comme un être humain. Avait-il continué, regardant la ville mais s'adressant à moi. Pas comme un distributeur d'argent ou un contact professionnel utile. Tu discutes avec moi, tu ris de moi, tu me défies. C'est rafraîchissant, addictif. Tu es le premier qui m'a aidé sans me faire sentir inférieur, avais-je admis doucement. Qui m'a offert une opportunité au lieu de la charité. Qui me traite en égal, même quand on ne l'est clairement pas. Il s'était tourné vers moi si vite que j'avais sursauté. Nous sommes égaux. L'argent ne change rien à ça. Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Tout ce que tu as accompli, tu l'as fait seul. Moi, je suis juste né dans la bonne famille. Nous étions trop proches, encore une fois. Je pouvais compter les variations de couleur dans ses yeux, voir son pouls battre dans son cou. Sa respiration était irrégulière, épousant la mienne. L'air entre nous était devenu épais, chargé, impossible à ignorer. Il s'était penché. Ou peut-être que c'était moi. Peu importait. La distance s'était réduite jusqu'à ce que je sente son souffle sur mon visage. Jusqu'à ce que nos lèvres soient à quelques centimètres. Jusqu'à ce que je recule rapidement, maladroitement. Mon cœur battait si fort que ça me faisait mal. Je ne peux pas. Marie, il y avait de la douleur dans sa voix. Je ne peux pas, avais-je répété, me levant, créant une distance physique entre nous. J'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas risquer de compliquer les choses. Si ça tourne mal, si je perds tout, encore une fois, je ne peux pas. Julien était resté assis un long moment, la mâchoire serrée, les mains agrippées aux accoudoirs de la chaise. Puis il s'était levé aussi, hochant la tête lentement. Je comprends, mais il y avait une déception évidente dans ses yeux. Une blessure contenue et quelque chose d'autre. Quelque chose d'intense qui me donnait envie de revenir sur ma décision, de jeter la prudence par la fenêtre et de juste ressentir. On devrait dormir. Ma voix était sortie enrouée. Réunion tôt demain. Oui, il avait commencé à retourner vers sa propre suite, mais s'était arrêté. Pour ce que ça vaut, je ne te laisserai jamais rien perdre. Mais je respecte ta décision. Et puis il était parti, me laissant seul sur le balcon, avec un cœur brisé et la certitude que j'avais fait le bon choix, même si ça me semblait complètement faux. Ah, la galère de mon appart et ce voyage à Lyon, c'était rien comparé à comment tout a commencé. C'était honteux, vraiment.
Le fameux soir où j'ai squatté sa voiture, quoi. Je crois que c'était un mardi, peut-être un mercredi. Impossible de me souvenir. J'avais pas dormi depuis des jours. 2 chiffres d'affilée au café, 3 examens à réviser, 4 heures de sommeil en 48 heures. J'étais à bout. Mes yeux me brûlaient d'épuisement. Mon cerveau tournait au ralenti. Quand j'ai vu la voiture noire devant la bibliothèque à 23 heures, j'ai juste supposé que c'était mon VTC. Noire, elle attendait. C'était tout ce qui comptait. J'ai ouvert la portière arrière et je me suis glissé à l'intérieur comme si je rentrais chez moi. Le siège était tellement confortable, beaucoup trop pour un VTC, mais mon esprit embrumé n'a pas relevé l'alerte. Je me suis enfoncé dans le cuir moelleux, j'ai fermé les yeux une seconde et le vide de l'épuisement m'a aspiré. C'était le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des semaines. Profond, sans rêve, sans souci, jusqu'à ce qu'une voix masculine, grave et clairement amusée, me tire de mon inconscience. Vous avez l'habitude de forcer l'entrée des voitures des gens? Ou est-ce que je suis spécial? Mes yeux s'étaient ouverts d'un coup. La panique m'avait transpercé quand j'avais réalisé que je n'étais pas seul. Un homme était assis à côté de moi, si près que je sentais sa chaleur, une odeur de cologne hors de prix. Il portait un costume qui semblait fait sur mesure. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, mais avec cette touche de désordre calculé que les hommes riches semblaient maîtriser sans effort. Et son visage, mon Dieu, il était incroyablement beau. Mâchoire dessinée, yeux sombres me regardant avec un mélange de curiosité et d'amusement, et un sourire sarcastique qui me mettait simultanément en colère et étrangement chaude. Ma voix était sortie rauque à cause du sommeil. Je m'étais redressé trop vite et ma tête avait tourné. Pardon, je croyais que c'était mon VTC. Je n'essayais pas de m'introduire dans votre voiture. Il avait penché la tête, ce sourire irritant toujours aux lèvres. Techniquement, c'est exactement ce que tu as fait. Et tu as ronflé pendant 20 minutes. La chaleur m'était montée au cou, puis aux joues. J'avais voulu mourir là, sur ce siège en cuir absurdement confortable. Je ne ronfle pas. Si légèrement. C'était même plutôt adorable. Ses yeux pétillaient d'un humour sincère, et je ne savais pas si je voulais rire ou hurler. C'est là que j'avais vraiment regardé autour de moi pour la première fois. L'intérieur de la voiture n'était pas juste luxueux, il était obscènement cher. Un mini-bar intégré, des écrans tactiles, des boiseries qui venaient probablement d'une forêt exotique. Qui diable avait un mini-bar dans sa voiture? Oh mon Dieu, la réalité de la situation m'avait frappé comme un coup de poing à l'estomac. Vous n'êtes pas un chauffeur VTC. Certainement pas. Il s'était adossé, parfaitement à l'aise alors que je paniquais. Je suis Julien Leblanc et c'est ma voiture que tu as détournée en faisant la sieste. Le nom ne m'avait rien dit à l'époque, mais la façon dont il l'avait prononcé m'avait clairement fait comprendre qu'il aurait dû. Et à voir son allure, la voiture, l'aura de pouvoir contrôler qu'il dégageait, c'était évident qu'il n'était pas juste un type. Il était quelqu'un d'important, de riche, qui pouvait probablement me poursuivre pour effraction ou je ne sais quoi. Je suis tellement désolé, vraiment désolé. Les mots étaient sortis dans un souffle désespéré. J'ai travaillé toute la journée, étudié toute la nuit, j'attendais mon VTC et je m'étais arrêté. J'avais pris une grande inspiration, essayant de récupérer un peu de dignité. Je vais sortir tout de suite. Pardon pour le dérangement. J'avais tendu la main vers la poignée de la portière, mais sa voix m'avait arrêté. Il est 23h30. Dans quelle partie de Paris tu vas? Ça ne vous regarde pas. La réponse était sortie plus sèche que je ne l'aurais voulu. L'épuisement me rendait sarcastique. Un mécanisme de défense automatique. Il avait ri, vraiment ri. Un rire grave, authentique, qui m'avait fait quelque chose d'étrange dans le ventre. C'est juste, mais étant donné que tu as dormi dans ma voiture, je pense que je peux me soucier un minimum de ta sécurité. Laisse-moi te raccompagner. Je n'ai pas besoin de charité.
Ma fierté, stupide et têtue, avait relevé la tête. Ce n'est pas de la charité. Julien s'était penché un peu plus près et soudain, l'espace dans la voiture m'avait semblé plus petit, plus chaud. C'est du bon sens. Il est tard. C'est dangereux. Et techniquement, tu es déjà dans une voiture, même si ce n'est pas la bonne. J'aurais dû refuser. J'aurais dû sortir de là et appeler un autre VTC. Mais la vérité, c'est que j'étais épuisé, terrifié à l'idée de marcher seul à cette heure. Et quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il me regardait, avait un peu relâché mon instinct de survie. D'accord, avais-je cédé en grommelant. Mais si vous êtes un tueur en série, je serais vraiment ennuyé. Notez. Son sourire s'était élargi alors qu'il tapotait la vitre, nous séparant du chauffeur. Pierre, on peut y aller. La voiture avait démarré avec une douceur que mon VTC partagé n'aurait jamais pu égaler. J'avais donné mon adresse au chauffeur, essayant d'ignorer le regard pénétrant de Julien. Alors, sa voix avait brisé le silence un peu trop confortable. Pourquoi si épuisé? Normalement, je ne raconterais pas ma vie à un inconnu, mais il y avait quelque chose dans sa façon de demander, sincèrement curieux, au lieu d'être condescendant, qui m'avait poussé à répondre. Études à temps plein, 2 boulots. Je dors environ 4 ou 5 heures par nuit, quand j'ai de la chance. C'est intenable. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste une observation. La richesse doit être agréable, mais certains d'entre nous doivent travailler pour survivre. Mon sarcasme, mon bouclier préféré, avait refait surface. À ma surprise, il avait ri de nouveau. Touché. Mais tu es en train de te tuer, littéralement. Et vous? Je m'étais tourné pour lui faire face, rencontrant ses yeux sombres fixés sur moi. Je parie que vous travaillez 80 heures par semaine et que vous dormez encore moins que moi. Peut-être. Un sourire hésitant avait courbé ses lèvres. Mais au moins, j'ai le choix. La vérité de ces mots m'avait frappé plus fort que prévu. J'avais détourné le regard, observant les rues défiler par la fenêtre. Nous approchions de mon quartier, et je pouvais voir le changement dans son expression quand il avait regardé autour de lui. De vieux immeubles, des rues mal éclairées, des graffitis sur les murs. Ce n'était pas le pire endroit du monde, mais ce n'était clairement pas le genre d'endroit où quelqu'un comme Julien Leblanc vivait. La voiture s'était arrêtée devant mon immeuble, et j'étais déjà en train de tendre la main vers la poignée quand il avait de nouveau parlé. J'ai besoin d'une assistante personnelle, ça paye bien et les horaires sont flexibles. J'avais figé, ma main toujours sur la porte. Je m'étais tourné lentement pour lui faire face. Quoi? Tu as entendu. Julien avait sorti une carte de la poche intérieure de sa veste et me l'avait tendue. J'ai besoin de quelqu'un pour organiser mon emploi du temps, répondre aux emails, gérer la maison quand je voyage. Et tu as clairement besoin d'argent et d'un travail qui ne te tuera pas d'épuisement. Je n'ai pas besoin de charité, avais-je répété, mais cette fois, les mots avaient sonné plus faibles. Et ce n'est pas de la charité, Marie. Son utilisation de mon prénom m'avait surprise jusqu'à ce que je réalise qu'il l'avait probablement vu sur mon profil VTC. C'est un bon arrangement. J'ai sincèrement besoin d'aide et tu as sincèrement besoin d'un meilleur emploi. Rien de plus que ça. J'avais pris la carte, sentant le papier coûteux entre mes doigts. Je ne promets pas d'appeler. Je ne demande pas de promesses. Il s'était adossé, cet air de pouvoir contrôler retrouvant sa place. Réfléchis-y juste. Je suis sorti de la voiture en silence, le regardant s'éloigner dans la nuit. J'avais grimpé les 3 étages jusqu'à mon minuscule appartement. J'avais laissé tomber mon sac par terre et j'avais regardé la carte dans mes mains. Julien Leblanc, PDG avec un numéro de téléphone et une adresse professionnelle en lettres dorées en relief. Sophie, ma colocataire et meilleure amie, était sortie de sa chambre, les cheveux attachés en un chignon désordonné. « Ça va? Tu es en retard. » Je me suis trompé de VTC. J'avais jeté la carte sur la table basse et m'étais laissé tomber sur le vieux canapé. Et le propriétaire de la voiture m'a offert un boulot. Quoi? Sophie avait saisi la carte, ses yeux s'écarquillant. Attends, Julien Leblanc, le milliardaire Julien Leblanc,
Il est milliardaire. J'avais fermé les yeux, l'épuisement me tirant vers le bas. Marie, il est l'un des PDG les plus riches de Paris, et tu as dormi dans sa voiture. Sophie avait éclaté de rire. Ce rire bruyant qui me faisait toujours rire aussi. Il n'y a que toi. Les 3 jours suivants, j'avais essayé d'ignorer la carte. J'étais allé travailler, j'étais allé en cours, j'avais étudié, j'avais survécu. Mais le loyer était en retard. Mon manager au café me coupait des heures et j'étais si fatigué que j'avais failli m'évanouir pendant un examen. Sophie avait retrouvé la carte, toujours sur la table basse. « Tu es idiote si tu n'appelles pas ce type. »« C'est de la charité, » avais-je protesté faiblement. « C'est un emploi qui paye mieux et qui ne te tuera pas. » Elle m'avait regardé avec cette expression qui n'acceptait pas les arguments. « Est-ce que ta fierté va payer le loyer? » Non, elle ne le ferait pas, et qu'elle le savait. J'avais appelé le numéro le lendemain, mes doigts tremblant légèrement en composant. Il avait répondu au 3e coup, sa voix grave, inimitable. « Leblanc, c'est Marie Moreau, la fille qui s'est introduite dans votre voiture. » J'avais essayé de paraître confiante et avait probablement lamentablement échoué. Il y avait eu une pause, puis ce rire grave que je reconnaissais. « Je ne pensais pas que tu appellerais. »« Moi non plus, mais j'ai plus besoin d'argent que de fierté, apparemment. » L'honnêteté brutale était parfois plus facile. « Quand peux-tu commencer? »« Demain, » avais-je proposé, espérant que ce ne soit pas trop tôt. « Parfait, je t'envoie l'adresse. Commence à 9 heures. » Le lendemain, sa voiture est venue me chercher. Pas Julien, juste Pierre, le chauffeur, qui m'avait salué poliment et m'avait conduite à une demeure qui m'avait fait remettre en question tous mes choix de vie. C'était obscène. 3 étages d'ostentation pure, des jardins parfaitement entretenus, une fontaine à l'avant qui coûtait probablement plus cher que toutes mes études universitaires. Je m'étais senti complètement déplacé en marchant vers la porte d'entrée. Une femme d'une 60aine d'années m'avait accueilli avec un sourire chaleureux, des cheveux gris tirés en un chignon élégant, des yeux bienveillants qui m'avaient rapidement évalué. « Et vous devez être Marie. Je suis Madame Dubois, la gouvernante. » Elle avait ouvert la porte plus grand. « Entrez, ma chère. Monsieur Leblanc est dans son bureau. » La maison était encore plus impressionnante à l'intérieur. Des plafonds hauts, des œuvres d'art sur les murs qui valaient probablement des fortunes, des sols en marbre, si polis que je pouvais y voir mon reflet. J'avais suivi Madame Dubois à travers des couloirs jusqu'à de doubles portes en acajou. Elle avait frappé légèrement. « Monsieur Leblanc, Mademoiselle Moreau est arrivée. » Entrez. Sa voix était venue de l'autre côté et mon estomac avait fait un drôle de salto. Julien était derrière un bureau massif, les doigts sur le clavier de son ordinateur portable, mais ses yeux s'étaient levés quand j'étais entré. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras qui étaient, eh bien, distrayants. Ce sourire sarcastique était apparu quand il m'avait vu, mais il y avait autre chose dans ses yeux. De la satisfaction, peut-être. « Tu n'as pas fui », avait-il commenté en se levant. « J'ai besoin d'argent », avais-je répondu directement. « Honnête, j'aime ça. » Il avait contourné le bureau, se rapprochant trop pour mon confort. « Devons-nous discuter des conditions? » Nous avions passé l'heure suivante à parler des responsabilités, à organiser son emploi du temps chaotique, à répondre aux emails non urgents, à coordonner avec Madame Dubois pour la maison, à gérer les voyages. Le salaire qu'il m'avait offert était 3 fois ce que je gagnais avec mes 2 emplois combinés. C'est trop généreux. Je n'avais pas pu m'empêcher de dire « c'est juste pour le travail ». Julien m'avait regardé droit dans les yeux. « Et je veux que les choses soient claires, Marie. C'est un emploi, pas une faveur. Tu vas travailler, tu vas gagner ton salaire. Rien de plus que ça. » Quelque chose dans ma poitrine s'était détendu à ces mots. « Compris. Parfait. » Il avait tendu la main. « Bienvenue dans l'équipe. » Quand nos peaux s'étaient touchées, paume contre paume, j'avais senti un courant électrique remonter mon bras. À ses yeux, il l'avait senti aussi, mais nous avions tous les deux fait comme si de rien n'était.
relâchant nos mains peut-être une seconde au-delà du professionnalisme. C'était du travail, juste du travail. Je n'arrêtais pas de me le répéter alors que Madame Dubois me montrait le bureau qui serait le mien, alors que Julien expliquait son système d'organisation chaotique, alors que nos regards se croisaient accidentellement plusieurs fois pendant la journée. Juste du travail, même si quelque chose au fond de mon esprit murmurait que dormir dans cette mauvaise voiture avait tout changé. Maintenant que j'y pense, après tout ce temps passé ici, après tous ces petits moments où j'ai cru devenir folle, je dois admettre un truc. La situation, le milliardaire tombant amoureux de la fille qui s'endort dans sa voiture, c'est quand même un peu absurde. C'est le genre de scénario qui, chez moi, dans les rues de Belleville, on aurait traité de conneries hollywoodiennes. On aurait dit que le mec était complètement perché. Mais la différence, c'est que là, c'était réel. Trop réel peut-être pour être vraiment compréhensible. Ça défiait toute logique, toute la prudence que ma vie m'avait forcé à adopter. Je ne sais pas si c'était de la folie, de la chance ou juste l'univers qui s'amusait avec moi. En tout cas, ça a bousculé mon monde. Et le sien aussi, on dirait. Mais on ne peut pas vraiment dire que je m'en sois plainte, pas vrai? Les premières semaines à travailler pour Julien Leblanc avaient été une révélation quant à l'épuisant que pouvait être le chaos organisé. Son emploi du temps était un cauchemar de réunions qui se chevauchaient, de rendez-vous doublés et de rappels qui n'avaient absolument aucun sens. Des noix, appelés M pour le truc, n'étaient pas exactement précis, mais j'avais rapidement découvert que M était Marcus, son avocat, et que le truc était une fusion de plusieurs millions d'euros. Je m'étais plongé dans le travail avec la même intensité que je mettais dans tout ce que j'entreprenais dans ma vie. J'avais complètement réorganisé son emploi du temps en créant un système à code couleur que même un enfant aurait pu suivre. J'avais répondu aux emails non urgents avec un professionnalisme que je ne me connaissais pas, séparant l'important du superflu. La maison, avec l'aide et les conseils de Madame Dubois, fonctionnait comme une horloge suisse sous ma direction. Julien était impressionné. Je le voyais dans ses yeux quand il examinait mon travail. Dans cette façon dont son sourcil se levait légèrement avant qu'il ne hoche la tête en signe d'approbation silencieuse. Mais l'impression ne se traduisait pas en rapprochement. Il maintenait une distance professionnelle quasi militaire, travaillant 16 heures par jour, partant tôt et rentrant tard, interagissant à peine avec moi au-delà de courtes instructions directes. Annule la réunion de 15 heures, reporte l'appel pour Tokyo. J'ai besoin des rapports financiers pour demain. Des ordres donnés en traversant les couloirs, sans jamais regarder en arrière, toujours en mouvement. Comme si s'arrêter signifiait admettre qu'il était humain et non une machine corporative infatigable. J'aurais dû être reconnaissante de cette distance. Ça rendait plus facile d'ignorer la façon dont mon estomac se serrait quand je l'entendais arriver tard le soir. Ça rendait plus facile de faire semblant de ne pas prêter attention au son de ses pas à l'étage, au grincement de sa chaise de bureau, quand il s'asseyait enfin pour travailler un peu plus avant de dormir. Mais il y avait des moments petits, fugaces, impossibles à ignorer complètement. Comme ce mardi à 2 heures du matin où j'étais descendu à la cuisine pour boire de l'eau et étudier un peu. J'avais des examens qui approchaient et le silence de la demeure aux premières heures était parfait pour me concentrer. J'avais allumé seulement la lumière au-dessus de l'îlot de cuisine, j'avais étalé mes livres et mes cahiers et je m'étais perdu dans les théories économiques que je devais mémoriser. Dormir est pour les faibles. Sa voix m'avait fait sursauter sur ma chaise. Julien était à l'entrée de la cuisine, pieds nus, ne portant qu'un pantalon de survêtement et un T-shirt qui moulait son corps de manière que mon cerveau fatigué n'aurait pas dû remarquer. Ses cheveux étaient en bataille, comme s'il avait passé les mains dedans 1000 fois. Et il y avait une ombre de barbe sur sa mâchoire qui n'était pas là le matin, dit la personne qui étudie à 2 heures du matin. Il s'était approché, saisissant une bouteille d'eau dans le frigo, et s'était appuyé contre l'îlot en face de moi, trop près. Ou peut-être était-ce juste l'heure, le calme de la maison,
La façon dont la lumière tamisée créait des ombres sur son visage qui le faisaient ressembler moins à un PDG et plus à juste un homme, j'ai un examen demain, ou aujourd'hui, techniquement. J'avais baissé les yeux sur mon livre, faisant semblant de lire la même ligne que j'avais déjà lue 5 fois. Et vous, pourquoi êtes-vous debout? Proposition pour les investisseurs, il faut qu'elle soit parfaite. Julien avait pris une gorgée d'eau, sa gorge bougeant d'une manière que mes yeux avaient involontairement suivi. Tu es encore en train de te tuer à étudier et à travailler. Et vous, vous êtes en train de vous tuer à travailler, encore une fois. J'avais renvoyé le sarcasme, relevant les yeux pour croiser les siens. Au moins, j'ai l'excuse de payer mes études. Il avait souri. Pas ce sourire poli de PDG, mais quelque chose de sincère qui éclairait ses yeux sombres et faisait apparaître une fossette au coin de sa bouche. Touché. Nous étions restés là un instant qui avait duré trop longtemps et pas assez. L'air entre nous était épais, chargé de quelque chose qu'aucun de nous ne voulait nommer. Puis Julien s'était redressé, la distance professionnelle revenant comme un masque. Ne travaille pas trop tard. J'ai besoin de toi fonctionnel demain. Oui, monsieur? La réponse était venue automatiquement, mais avec une touche d'ironie qui l'avait fait secouer la tête en quittant la cuisine. J'aurais dû retourner étudier. Au lieu de cela, j'étais resté assise, fixant la porte vide, mon cœur battant un peu plus vite que ce que la caféine seule justifiait. Madame Dubois, bien sûr, l'avait remarqué. Cette femme avait un radar à tension romantique, je vous jure. Le jeudi suivant, alors que j'organisais des papiers dans le bureau principal, elle était apparue avec du thé et ce sourire entendu qui me donnait envie de me cacher sous le bureau. Vous faites un travail formidable ici, ma chère. Elle avait posé la tasse à côté de moi, s'asseyant dans le fauteuil voisin. Monsieur Leblanc est beaucoup plus organisé. Il l'a même mentionné hier. C'est mon travail. J'avais gardé ma voix neutre, me concentrant sur les documents. En 10 ans de travail dans cette maison, je n'ai jamais vu Monsieur Leblanc rire. Madame Dubois avait parlé d'un ton désinvolte, mais j'avais senti le poids des mots. Jusqu'à ce que vous arriviez. Maintenant, il rit. Pas beaucoup, mais il rit. Vous le faites rire. La chaleur m'était montée au cou. C'est juste, nous sommes sarcastiques. Nous nous entendons bien dans ce sens. Ma chère, j'ai vu beaucoup d'assistantes passer par ici. Certaines jolies, certaines intelligentes, certaines les deux. Aucune d'entre elles ne l'a fait regarder de la façon dont il vous regarde. Son sourire était bienveillant, maternel. Je dis juste que certains patrons et employés transcendent ces définitions. Madame Dubois, avais-je commencé, mais je ne savais pas comment finir. Comment expliquer que je ne pouvais pas penser comme ça, que j'avais besoin de ce travail, de cette stabilité, et que mélanger les sentiments serait désastreux. C'était juste du travail. Il fallait que ce soit juste du travail. Elle avait hoché la tête, mais le sourire n'avait pas disparu. Bien sûr, ma chère, ce que vous voulez. Un jour, le passé s'est rappelé à moi, pas par une inondation, mais par une simple photo trouvée en faisant du rangement. Une vieille photo jaunie, moi à 15 ans, devant l'une des innombrables maisons d'accueil où j'avais passé une partie de ma vie. Je me souviens de l'odeur du détergent bon marché, du craquement des vieux planchers sous mes pieds, de la sensation de ne jamais vraiment appartenir. Mon père disait toujours, ne fais jamais confiance à ce qui semble trop beau pour être vrai. Il parlait des colporteurs sur le marché de Ménilmontant, de leurs promesses à 2 balles. Mais ce conseil, je l'avais intériorisé, tissé dans la trame de ma propre survie. Et le château, les costumes, les silences pesants de Julien, tout ça, ça sonnait tellement beau, trop. Et ça, j'avais appris à m'en méfier. Cela me faisait me demander si, malgré tout, j'étais en train de violer une règle d'or que mon passé m'avait imposée. La semaine suivante, l'univers avait décidé de tester exactement à quel point je pouvais garder les choses strictement professionnelles. Je m'étais réveillé le lundi matin avec la sensation qu'un camion m'avait roulé dessus 2 fois. Ma gorge était irritée, ma tête martelait,
et tout mon corps me faisait mal d'une manière qui dépassait la fatigue normale. J'avais pris des médicaments, bu du café comme si c'était la cure de tous les maux, et j'étais allé travailler quand même. Je ne pouvais pas manquer ça. Pas si tôt. Pas quand j'avais enfin un emploi qui payait les factures et me donnait une certaine dignité. Julien avait des réunions toute la journée, ce qui signifiait que j'avais réussi à me cacher dans mon bureau, à répondre aux emails et à organiser des documents tout en grelottant sous le cardigan que j'avais mis par-dessus ma blouse. La température de la demeure était parfaite. Mon corps était celui qui défaillait. J'avais réussi à tenir jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'est à ce moment-là que Julien était revenu d'un déjeuner d'affaires, était entré dans mon bureau pour demander un dossier et s'était arrêté au milieu de sa phrase. « Ça va? » Sa voix avait un accent d'inquiétude qui n'était pas là auparavant. « Parfaitement bien, » avais-je menti, essayant de ne pas remarquer à quel point les lettres sur l'ordinateur étaient un peu floues. « Quel dossier avez-vous besoin? » Il s'était approché et avant que je puisse protester, il avait posé sa main sur mon front. Sa paume était fraîche contre ma peau brûlante et le contact était si inattendu que j'avais complètement gelé. « Tu brûles. Pourquoi travailles-tu? » « Parce que c'est mon travail. » Je m'étais éloigné de sa main, même si la partie irrationnelle de mon cerveau voulait fondre dans ce contact. « Je vais bien. »« Tu ne vas pas bien. » Son ton était passé de l'inquiétude à l'autorité en une seconde. « Tu vas arrêter de travailler maintenant. Va à la chambre d'amis et repose-toi. » Ce n'est pas une demande. « Julien, je ne peux pas. » Avais-je commencé à protester, mais il m'avait coupé. « Je te paye même quand tu es malade. Va à la chambre d'amis maintenant. » Sa voix était ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Cette voix de PDG qui déplaçait des millions et concluait des affaires. « Je vais demander à Madame Dubois de préparer le lit. » Ma fierté voulait se battre. Mon corps, traître, voulait pleurer de gratitude. Au final, j'avais juste hoché la tête, me levant lentement parce que la pièce avait tourné quand je m'étais redressé. Julien avait automatiquement tendu le bras, me tenant le coude pour me stabiliser. « Tu peux marcher? » L'inquiétude était revenue dans sa voix. Je pouvais, mais je l'avais laissé me guider quand même, la chaleur de sa main sur mon bras étant la seule chose qui semblait réelle alors que nous montions les escaliers. Madame Dubois était déjà en train de préparer le lit quand nous étions arrivés, son expression maternelle et inquiète. « Pauvre enfant, trop de travail, mal mangé, je vais faire de la soupe. » Je m'étais enfoncé dans le matelas moelleux, tirant la couverture jusqu'à mon menton. Même si j'étais habillé, la pièce tournait légèrement, et j'avais fermé les yeux pour que ça s'arrête. J'avais entendu des voix basses, Madame Dubois et Julien parlant à la porte, mais les mots s'étaient mélangés dans un bourdonnement incompréhensible. J'avais dormi profondément, sans rêve, le genre de sommeil qui vient quand le corps abandonne enfin le combat. Je m'étais réveillé au son d'une porte qui s'ouvrait doucement. La lumière était plus faible maintenant. La pièce baignait dans la lueur dorée de la fin d'après-midi. Julien entrait, portant un plateau avec un bol fumant. Madame Dubois a fait de la soupe. Il avait posé le plateau sur la table de chevet près du lit, s'asseyant sur le bord du matelas, de manière à ce que le tissu s'enfonce légèrement vers lui. Comme elle a dit, il faut que tu manges quelque chose. C'est elle qui l'a fait, mais c'est vous qui l'apportez. J'avais observé, ma voix encore hésitante. Un sourire avait touché ses lèvres. J'ai insisté. Elle a résisté. J'ai payé plus. Littéralement. Je n'avais pas pu m'empêcher de rire, ce qui s'était transformé en tout. Figurativement, mais elle a compris. Julien avait pris le bol, me le tendant. « Il faut que tu arrêtes de te tuer à la tâche, » dit l'accro au travail qui dort 4 heures par nuit et bosse le week-end. J'avais accepté le bol, mais je l'avais regardé par-dessus. « Vous n'avez aucune autorité morale ici. » Touché. Ce sourire, encore, sincère et désarmant. Mais au moins, je choisis ça. Toi, tu le fais parce que tu crois que tu n'as pas le choix. C'était parce que je n'en ai pas. L'honnêteté était sortie avant que je puisse la censurer.
L'université ne se paye pas toute seule. La vie ne se paye pas toute seule. Je sais. Sa voix s'était adoucie. Mais tu travailles pour moi maintenant. Et une partie de mon travail en tant qu'employeur est de m'assurer que tu ne meurs pas d'épuisement dans mon bureau. Ça ferait une terrible tache sur mon CV. J'avais ri de nouveau, plus prudemment cette fois. Quelle délicatesse! J'avais mangé la soupe en silence pendant que Julien restait assis sur le bord du lit. Ça aurait dû être étrange, cette intimité forcée par la maladie et l'inquiétude. Mais ça ne l'était pas. C'était confortable, dangereusement confortable. Mieux, avait-il demandé quand j'avais fini. Mieux. J'avais rendu le bol et nos doigts s'étaient effleurés brièvement pendant le transfert. Cette électricité encore parcourant ma peau, faisant mon cœur rater un battement. Ses yeux s'étaient fixés sur les miens. Un instant, aucun de nous n'avait bougé. Sa main était toujours près de la mienne, si proche que je sentais la chaleur de sa peau. Il aurait été si facile de combler cette distance, d'entrelacer nos doigts, d'admettre que cela, quoi que ce fût, était plus que professionnel. Julien s'était éloigné le premier, se levant rapidement et attrapant le plateau. « Repose-toi, je viendrai te voir plus tard. »« Julien, je ne savais pas ce que j'allais dire. Merci, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. S'il vous plaît, restez. Juste repose-toi, Marie. » Il s'était arrêté à la porte, se retournant. « C'est un ordre de ton patron. » Et puis il était parti, me laissant seul avec un cœur battant trop vite et des pensées qui n'étaient certainement pas appropriées pour une employée pensant à son patron. Sophie était arrivée le lendemain. Julien avait dû l'appeler parce que ma meilleure amie était arrivée les yeux écarquillés et une expression mêlant inquiétude et pure incrédulité. « Cette maison est obscène. » Tels avaient été ses premiers mots quand Madame Dubois l'avait conduite dans la chambre où j'étais. « Comment tu travailles ici et tu restes saine d'esprit? » Ma voix était encore faible, mais je me sentais beaucoup mieux après 16 heures de sommeil. « Merci d'être venu. Julien Leblanc a appelé personnellement pour me dire que tu étais malade. Bien sûr que je suis venu. » Elle s'était assise sur le lit, étudiant mon visage, et aussi pour voir l'homme qui est clairement obsédé par toi. Il n'est pas obsédé, c'est juste un bon patron. Même en prononçant les mots, il sonnait faux. « Marie. » Sophie m'avait pris la main. Il a appelé personnellement. Il n'a pas envoyé d'assistant ou de secrétaire. Il a lui-même composé mon numéro et a expliqué ton état avec un niveau de détail qui suggère qu'il a fait très attention à toi. Avant que je puisse répondre, la porte s'était ouverte. Julien était entré, s'était arrêté en voyant Sophie, et quelque chose d'intéressant avait traversé son visage. De la surprise, de l'inconfort d'être interrompu. « Pardon, je ne savais pas que vous aviez de la visite. » Il m'avait regardé. « Comment vous sentez-vous? »« Mieux, merci. » Ma voix était sortie plus douce que je ne l'avais voulu. Sophie nous avait regardés tous les deux, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. « Monsieur Leblanc, est-ce que je peux vous parler un instant dehors? » Julien avait l'air sincèrement surpris, mais avait hoché la tête. « Bien sûr. » Ils étaient sortis, et à travers la porte entr'ouverte, j'avais entendu la voix de Sophie, basse mais claire. « Vous l'aimez, mademoiselle Park? » Leblanc, avait-il commencé, mais elle l'avait coupé. « Ne me donnez pas de formalité. Vous l'aimez. C'est évident dans la façon dont vous la regardez, dans la façon dont vous m'avez appelé inquiet, dans la façon dont vous êtes ici au lieu d'être dans votre bureau à travailler comme vous le faites toujours. » Une pause. « Vous êtes un piètre menteur pour un milliardaire. » Il y avait eu un silence. Mon cœur battait douloureusement fort contre mes côtes. C'est compliqué. Sa voix était finalement venue, basse et fatiguée. « Elle travaille pour moi et elle mérite mieux que ça. »« Que ça ?» avait rétorqué Sophie. « Un homme riche qui se soucie clairement d'elle, qui s'assure qu'elle mange bien et se repose, qui la regarde comme si elle était la personne la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée. » Sophie avait ri, sans humour. « Marie a été pauvre toute sa vie. Ce qu'elle mérite, c'est quelqu'un qui la voit vraiment
Et vous la voyez. Je n'avais pas entendu sa réponse. La porte s'était complètement refermée. Quand Sophie était revenue, son sourire était bien trop satisfait. J'ai planté la graine. Quelle graine? Avais-je demandé, mais je connaissais déjà la réponse. La graine du doute, de la question, du « et si ». Elle m'avait pris la main. Parce que vous êtes deux idiots qui tournent autour du pot et qu'il fallait bien que quelqu'un donne un coup de pouce. Je n'avais rien dit, j'avais juste fixé la porte fermée et je m'étais demandé si Julien était de l'autre côté, en train de penser aux mêmes choses impossibles que moi. Le vol de retour, le dimanche, avait été une torture. Nous avions essayé de travailler, mais l'atmosphère avait changé de façon irrévocable. Chaque toucher accidentel, quand nous nous passions des papiers, nous brûlait. Chaque regard qui se croisait durait trop longtemps. Nous ne pouvions pas revenir au professionnalisme froid, mais nous ne pouvions pas non plus franchir la ligne que j'avais tracée. Madame Dubois l'avait remarqué immédiatement quand nous étions revenus. Bien sûr, elle l'avait fait. Cette femme avait un radar pour l'attention romantique. Comment s'est passé le voyage? Avait-elle demandé d'un air trop innocent alors que j'organisais le courrier qui était arrivé. Productif? J'avais gardé les yeux sur les enveloppes. La réunion s'est bien passée. Le son qu'elle avait fait indiquait clairement qu'elle ne croyait rien de tout ça. Vous deux semblez tendus. C'est juste du travail. Le mensonge avait sonné pathétique, même à mes oreilles. Dans les semaines qui avaient suivi, la tension n'avait fait qu'augmenter. De petits contacts accidentels se produisaient avec une fréquence suspecte. Les mains qui se rencontraient en cherchant le même stylo. Les épaules qui se frôlaient en examinant des documents côte à côte. Les doigts qui se touchaient en passant le café le matin. Et les regards, mon Dieu, les regards à travers le bureau pendant les réunions. Au dîner, quand Madame Dubois insistait pour que nous mangions ensemble, le matin, quand nous nous croisions dans la cuisine avant que l'un de nous soit complètement réveillé. Madame Dubois observait tout cela avec ce sourire entendu, mais elle avait la décence de ne pas commenter. Elle se contentait de sourire et de s'assurer que nous étions seuls ensemble avec une fréquence suspecte. « J'ai besoin d'une cavalière pour un événement », avait annoncé Julien un jour d'octobre, entrant dans le bureau avec cette énergie qui signifiait qu'il était mal à l'aise mais essayait de ne pas le montrer. Gala de bienfaisance de l'entreprise, vendredi soir. « Voulez-vous que j'organise un rendez-vous » avais-je demandé, ignorant le pincement désagréable dans ma poitrine. Non. Il avait mis ses mains dans ses poches, ce geste qu'il faisait quand il était nerveux. « Je veux que tu sois ma cavalière professionnellement. Il y aura des contacts importants et j'ai besoin de quelqu'un avec moi qui comprenne les affaires. » Oh, ma voix était sortie petite. « Bien sûr, professionnellement. Je ferai livrer une robe, avait-il continué, sans me regarder, appropriée pour l'événement. La robe qui était arrivée le jeudi était magnifique, noire, élégante, et coûtait probablement plus de 6 mois de loyer. J'avais touché le tissu délicat, imaginant ce que ce serait de porter quelque chose comme ça. « C'est un uniforme de travail », avait dit Julien quand j'avais protesté contre le prix. Ce sourire sarcastique de retour. « Tu ne peux pas y aller en jean. » J'avais levé les yeux au ciel, mais j'avais accepté. Quel choix avais-je? Le vendredi, je m'étais préparé avec soin. La robe me convenait parfaitement, épousant des courbes que je ne me connaissais pas, un maquillage subtil mais élégant, les cheveux attachés en un chignon lâche. Quand j'étais descendu, Julien m'attendait dans le hall, magnifique dans un smoking noir. Ses yeux s'étaient écarquillés quand il m'avait vu. Ils avaient parcouru mon corps lentement, non pas avec irrespect, mais avec appréciation, presque avec révérence. « Tu es magnifique. » La chaleur m'était montée au cou. « C'est la robe. » Ce n'est pas la robe. Sa voix s'était faite plus grave. « Ce n'est vraiment pas que la robe. » L'événement se déroulait dans une immense salle de bal décorée, avec une opulence qui me donnait l'impression d'être entré dans un film. Des lustres en cristal, des tables avec des nappes en soie, des gens portant plus de bijoux que certains pays n'avaient dans leur pays.
Julien gardait sa main sur le bas de mon dos alors que nous naviguions dans la salle de bal, me présentant à des contacts importants. Le contact était léger, professionnel, mais il brûlait à travers le tissu de la robe. Nous parlions avec un groupe de dirigeants quand elle était apparue. Grande, blonde, parfaitement maquillée, portant une robe rouge qui laissait entrevoir des kilomètres de jambes sculptées. Mannequin, évidemment, ou peut-être une actrice. Julien. Elle s'était glissée vers lui avec une familiarité qui m'avait serré l'estomac. Ça fait si longtemps, Victoria. Il était poli mais distant, sa main toujours sur mon dos. Comment allez-vous? Mieux maintenant. Elle avait battu des cils de manière exagérée, m'ignorant complètement. Il faut qu'on se voie. Prendre ce café que tu m'as promis. Je n'ai rien promis. Je pouvais le voir dans ses yeux. Mais Victoria avait continué, flirtant ouvertement, lui touchant le bras, riant trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles, et je l'avais ressenti. La jalousie, verte, laide, dévorante, ridicule, parce qu'il était mon patron, pas mon quoi que ce soit. Mais voir que de belles femmes le touchaient, lui sourire, clairement en vouloir plus, m'avait fait quelque chose de brutal à la poitrine. Et qui est ta cavalière? Victoria m'avait enfin regardé, ses yeux parcourant mon corps de haut en bas avec une évaluation froide. Marie Moreau. Julien m'avait légèrement rapproché. Mon assistante exécutive, indispensable. Indispensable. Le mot aurait dû me faire sentir professionnel, valorisé. Mais tout ce que j'avais entendu, c'était l'assistante, employée, pas petite amie, pas intérêt romantique, juste assistante indispensable. Victoria avait souri, mais son sourire n'avait pas atteint ses yeux. Elle avait vu la compétition et marquait son territoire. Quelle chance tu as, Julien. Les assistantes compétentes sont si difficiles à trouver. Nous avions parlé quelques minutes de plus, ou plutôt, Isabelle parlait pendant que je faisais semblant d'être intéressé. Quand nous nous étions enfin éloignés, j'avais senti ses yeux me percer, jugeante, évaluante, me trouvante, insuffisante. Désolé pour Victoria, avait murmuré Julien, sa main toujours sur mon dos. Elle est persistante. Ex-petite amie? Quelque chose comme ça, rien de sérieux. Il m'avait guidé vers le bar. Tu veux quelque chose à boire? Du champagne? J'avais besoin d'alcool, juste un peu, juste pour atténuer cette jalousie absurde. Julien avait commandé 2 verres, et nous étions restés là, à regarder la fête, plus proche que nous n'aurions dû l'être. J'entendais sa respiration, je sentais la chaleur de son corps contre mon flanc. Tout en lui m'attirait comme la gravité. Vous avez dit indispensable, avais-je commenté doucement. Il m'avait regardé, ses yeux sombres et intenses. Parce que tu l'es, pas seulement au travail, Marie, dans tout. Avant que je puisse répondre, quelqu'un avait appelé Julien pour des photos. Il y était allé à contre-cœur, me laissant seul avec des pensées confuses et un cœur battant trop vite. Victoria était apparue à mes côtés comme un serpent. C'est un bon patron? Le meilleur. J'avais gardé ma voix neutre. Elle avait pris une gorgée de sa boisson. Prendre bien soin de lui. Julien mérite quelqu'un qui comprenne son monde. Le message était clair. Je n'étais pas de ce monde. Je ne le serai jamais. J'étais juste une employée temporaire dans sa vie. Mais quand Julien était revenu et m'avait immédiatement cherché dans la foule, quand ses yeux s'étaient illuminés en me trouvant, quand sa main était revenue sur mon dos comme si elle y appartenait, j'avais pensé que peut-être Victoria avait tort. Peut-être que je ne comprenais pas son monde, mais peut-être qu'il ne voulait pas quelqu'un qui le comprenne. Peut-être qu'il voulait quelqu'un qui lui fasse oublier ce monde un instant. Et peut-être que j'étais fatigué de combattre l'inévitable. Croyez-vous au coup de foudre? Ou est-ce une invention de Hollywood? Parce que dans ce genre de moment, la question est lourde. L'amour triomphe-t-il vraiment de tout, même des mondes à part? Les premiers jours passés à vivre chez lui, j'avais essayé de garder mes distances, d'utiliser la chambre uniquement pour dormir, de passer le minimum de temps possible dans les espaces communs,
d'agir comme si vivre là n'était que pure transaction. Mais la demeure avait sa propre façon de briser les barrières. Comme ce matin-là, un mardi, où je m'étais réveillé tôt et étais descendu pour faire du café, pour trouver Julien déjà dans la cuisine, pieds nus et endormi, en train de faire des œufs brouillés. « Bonjour », avait-il dit, sa voix encore empreinte de sommeil. « Tu veux un petit déjeuner? » Et d'une manière ou d'une autre, nous nous étions retrouvés assis à l'îlot de cuisine, mangeant ensemble tandis que le soleil se levait à travers les immenses fenêtres, parlant de rien d'important, de plans pour la journée, d'une drôle d'actualité qu'il avait lue. Domestique normal, comme si nous faisions ça depuis des années, ou comme ce jeudi soir, où j'étais rentré tard de mon cours et avais trouvé Julien sur le canapé du salon, regardant un documentaire sur l'économie comportementale. « Celui-là est pas mal, avais-je commenté, m'arrêtant à la porte. « Tu veux regarder? » Il avait fait un geste vers l'espace à côté de lui sur le canapé. J'aurais dû refuser. J'aurais dû aller dans ma chambre, maintenir la distance de sécurité. Mais je m'étais retrouvée assise, laissant un espace respectable entre nous au début, jusqu'à ce que le documentaire devienne intéressant, jusqu'à ce que je me penche en avant pour mieux voir un graphique, jusqu'à ce que, d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvions côte à côte, les épaules se touchant, partageant le même bol de popcorn. Quand l'émission s'était terminée, aucun de nous n'avait bougé. Nous étions restés là, dans le silence confortable de la maison endormie, trop conscients l'un de l'autre. Je devrais aller dormir, avais-je marmonné, mais je n'avais pas bougé. Tu devrais, avait-il acquiescé, sans bouger non plus. Nous étions restés 15 minutes de plus avant que la raison ne prenne le dessus, et je m'étais enfin levé, avait murmuré un « bonne nuit », et m'étais pratiquement enfui dans ma chambre. Madame Dubois observait tout cela avec ce sourire entendu, mais avait la sagesse de ne pas commenter. Elle s'assurait simplement que nous dînions ensemble quand Julien rentrait tard, que le petit déjeuner était prêt pour nous deux, que nous avions des raisons constantes de partager le même espace. La domesticité était addictive, dangereuse. Je me surprenais à attendre avec impatience les moments passés ensemble, les cafés du matin et les films tard le soir. Je me surprenais à mémoriser les petits détails à son sujet. Comment il aimait son café quand il était trop fatigué pour réfléchir. Le son de son rire quand quelque chose l'amusait vraiment. Et à ses regards, il faisait la même chose. Mémoriser, apprendre, tomber plus profondément amoureux, tout comme moi. Le vendredi soir, 2 semaines après mon emménagement, nous regardions un autre film, une comédie à laquelle aucun de nous ne prêtait vraiment attention. J'étais fatigué, épuisé par une longue semaine de cours, de travail et d'émotions confuses. Le canapé était confortable. Julien était chaud à mes côtés, et sans m'en rendre compte consciemment, ma tête s'était retrouvée posée sur son épaule. Je l'avais senti se tendre une seconde, puis se détendre. Son bras s'était enroulé autour de mes épaules, me tirant légèrement plus près. En sécurité. Confortable. Juste. « Je vais juste fermer les yeux 1 minute », avais-je marmonné, déjà à moitié endormi. Bien sûr, sa voix avait un ton amusé, affectueux. Juste 1 minute. Je m'étais endormi là, sur son épaule, de la même manière que je m'étais endormi dans sa voiture des mois auparavant. Seulement cette fois, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Je m'étais brièvement réveillé en le sentant me soulever, ses bras forts me tenant contre sa poitrine. J'aurais dû protester, dire que je pouvais marcher, mais j'étais au chaud et en sécurité et trop fatigué pour m'en soucier. « Julien », avais-je marmonné à moitié endormi, « chut, je te mets juste au lit. » Sa voix était basse, douce. « Dors. » « Merci. » Les mots étaient sortis pâteux alors que je m'enfonçais de nouveau dans le sommeil. Je n'avais pas vu quand il m'avait déposé sur le lit, quand il avait tiré la couverture jusqu'à mon menton. Je n'avais pas vu quand il s'était arrêté à la porte, regardant où je dormais.
Je n'avais pas entendu quand il avait murmuré si bas que ça aurait pu être mon imagination. Comment vais-je te laisser partir? Mais le lendemain matin, je m'étais réveillé avec le soleil qui entrait par la fenêtre, avec la certitude absolue que nous ne pouvions pas continuer comme ça, à tourner autour du pot, à prétendre que c'était temporaire, que ça ne voulait rien dire. Quelque chose devait changer. J'avais trouvé Julien dans la cuisine, déjà habillé pour la journée, buvant son café tout en lisant quelque chose sur sa tablette. Il avait levé les yeux quand j'étais entré, et son expression avait changé, devenant plus douce, plus ouverte. « Bonjour, bien dormi ?» avait-il demandé, et il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Une nouvelle intimité qui n'était pas là avant. « Julien, il faut qu'on parle. » Les mots étaient sortis avant que je ne perde courage. Il avait immédiatement posé sa tablette, son attention entière sur moi. « À propos de... » J'avais pris une grande inspiration. « À propos de ça, à propos de nous, je ne peux plus faire semblant. Je ne peux pas. » « Marie, avait-il commencé, mais je l'avais coupé. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. » J'avais attendu qu'il hoche la tête avant de continuer. « Tu me fais peur. Ça me fait peur. La façon dont je me sens quand je suis près de toi. Quand tu me regardes. Quand tu m'as embrassé. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Et j'ai peur que si je me laisse ressentir complètement, si je tombe vraiment, tu réalises que tu aurais pu avoir quelqu'un de mieux et je serais détruite. » Il n'y a pas de mieux. Julien s'était levé, contournant l'îlot pour être près de moi. « Marie, je ne peux plus faire semblant non plus. Je t'aime, complètement. D'une manière qui me fait peur parce que je n'ai jamais aimé personne comme ça. Jamais voulu passer chaque seconde avec quelqu'un. Jamais eu l'impression d'avoir besoin d'une autre personne pour respirer correctement. Les larmes me brûlaient les yeux. Je t'aime aussi, mais comment ça marche? Je travaille toujours pour vous. Comment on sépare le professionnel du personnel? Alors, on change. Il avait pris mes mains, ses pouces caressant mes phalanges. Tu veux continuer à travailler? Oui, avais-je dit. Oui, avais-je répondu immédiatement. Mais pas comme ton assistante. Pas si nous sommes ensemble. Je ne peux pas mélanger les choses comme ça. J'ai besoin d'autonomie, d'indépendance. Madame Dubois pense à prendre sa retraite. Julien avait dit lentement, comme s'il considérait l'idée tout en parlant. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer la propriété, diriger le personnel de maison. Un salaire plus élevé, une autonomie totale. Tu serais la patronne. Ou, il avait hésité. Je peux t'aider à trouver un poste dans une autre entreprise si tu préfères une distance complète. J'avais réfléchi aux options. Travailler ailleurs signifierait la séparation, une indépendance claire, mais ce que là signifierait aussi moins de temps ensemble, moins de moments comme les cafés du matin et les films du soir, et l'idée de gérer la propriété, d'avoir mon propre domaine au sein de la maison que j'aimais déjà, était séduisante. Je veux rester, avais-je décidé, lui serrant les mains. Ici, avec toi, mais en tant qu'égale, pas en tant qu'employée dépendante. Je ne veux jamais qu'il y ait le moindre doute sur le fait que nous sommes ensemble parce que nous l'avons choisi, pas parce que j'ai besoin de l'argent ou de la maison. Son sourire était lumineux, transformant tout son visage. Ça a toujours été égal. Dès l'instant où tu t'es réveillé en ronflant dans ma voiture, envahissant ma vie et changeant absolument tout. Je ne ronfle pas, avais-je protesté, mais je souriais aussi, les larmes coulant enfin. Si, il m'avait tiré plus près, ses mains encadrant mon visage, ses pouces essuyant les larmes légèrement. C'est adorable. Et puis nous nous étions embrassés de nouveau, mais cette fois c'était différent. Il n'y avait pas de désespoir, ni de peur, ni d'hésitation. C'était une certitude, une promesse, un début. Quand nous nous étions séparés, essoufflés et souriants, Julien avait posé son front contre le mien. « Alors, on officialise ça. » « Officiellement, avais-je confirmé.
Mais je rembourse ce que vous avez dépensé pour mes études. Ce n'est pas un cadeau, c'est un prêt. Il avait levé les yeux au ciel, mais il souriait. Tu es impossible. Et vous le saviez quand vous m'avez offert le travail. Je savais. Il m'avait embrassé de nouveau, léger et doux. Et c'est exactement pour ça que je l'ai offert. Aujourd'hui, je n'en sais rien, vraiment. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, ce qui est assez fou, n'est-ce que bon? Parfois, je pense que j'ai commis une erreur monumentale en acceptant cette vie, en m'autorisant à aimer de cette manière démesurée. C'est probablement les deux. La vie est comme ça, pleine de nuances, pleine de doutes. Rien n'est parfait, rien n'est définitif. Mais c'est notre vie, la nôtre, avec tous ces virages inattendus, ces peurs persistantes et ces bonheurs étranges. Et même si je ne ronfle pas, du moins pas autant qu'il le prétend, je crois que je suis exactement là où je